France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce mercredi 23 janvier avec cette question du jour, Castaner annonce que les forces de l'ordre autorisées à utiliser des armes de type LBD seront équipées de caméras piétons durant les manifestations des Gilets jaunes. Cette décision peut-elle réduire les violences policières et l'utilisation abusive de ces armes? On en parle dans quelques minutes avec Nadir Kaya, Faiza Ben Mohamed et Hicham Terak qui seront avec nous dans un instant, et vous au 01 40 33 9000 pour voter et répondre à cette question. Facebook France Maghreb 2 ainsi que Twitter, le grand forum FM2. Le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de la municipalité de Nice qui souhaite transformer la mosquée à Nour en crèche. La mairie a désormais 2 mois pour s'opposer à cet arrêté devant le tribunal administratif. Nous ferons le point sur cette affaire avec justement notre niçoise Faiza Ben Mohamed dans un instant. Le reste de l'actualité, bien sûr, le zapping. Jusque 18h, c'est parti donc pour votre grand forum. Je vous en souhaite une bonne écoute et la bienvenue. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. C'est votre talk de fin d'après-midi jusque 18h avec un couple inédit aujourd'hui. Madame Faiza Ben Mohamed, journaliste et militante. Bonjour Faiza. Bonjour à tous, bonjour Christophe, bonjour Hicham, bonjour chers auditeurs. Hicham Terak effectivement est de la partie, ça fait un petit moment d'ailleurs. Arrête. Bonne année mon cher Hicham. Bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses et surtout quelques cachets parce que je crois que t'as un petit peu pris là, il me semble que t'as un peu grippé. Tranquille. Ça non, je te sens pas bien déjà là. Non, ça va, tranquille. On a la pêche, tranquille. On a la pêche. Jusqu'à 18h donc mes amis, bienvenue à vous, Faiza et Hicham Terak. Qu'est-ce que tu deviens Hicham? Comme d'habitude, je milite dans mon coin avec mes petits bras en essayant de changer le monde, qu'il aille dans le bon sens et surtout essayer de répandre un peu plus de bienveillance. Oui, voilà. Au niveau du taekwondo, t'en es où? Petite pause en ce moment. Voilà. Ah ouais? Une petite pause, ouais, tranquille. À mon âge, il faut faire des pauses. Alors qu'au début d'année, normalement, on est dans les résolutions. Je reprends le sport, j'arrête de fumer. Non, les résolutions, ça c'est pour. Non. Moi, les résolutions, c'est tous les jours. Ouais. Bon. Très bien. Écoute, sois bienvenu, mon cher Hicham. Jusque 18h, donc, avec vos appels pour prendre part à la discussion au 01 40 33 9000. Tu nous as pardon. Oula. Tu nous as. On recommence. Hop là. Tu nous as réservé un petit avis tranché pour ton retour. Ouais, exactement. Là, cette fois-ci, je ne chanterai pas, je ne slamerai pas. Je vais essayer de faire quelque chose de plus simple, mais façon petit journal. Voilà, on verra ce que ça va donner. Petit journal à la Yann Barthez ou? On verra, je sais pas en fait. Ou à la Hicham Terak. À la Hicham Terak. D'accord, très bien, ça me va. Allez, c'est parti pour notre sujet à la une et on va parler de Castaner et un peu de violence policière. Sur ces images, un gilet jaune blessé par un lanceur de balles de défense. Selon les manifestants, cette arme non létale utilisée par les forces de l'ordre aurait blessé des centaines de personnes depuis le début du mouvement. Face à la controverse, Christophe Castaner veut instaurer plus de transparence. J'ai demandé que dans toute la mesure du possible, les forces qui sont équipées de LBD à partir de samedi prochain soient systématiquement équipées de caméras piétons. Et qu'au moment de l'usage des LBD, ils puissent actionner les caméras piétons pour que s'il y a un débat, une contestation, un contentieux, on puisse produire ces images, y compris dans le cadre judiciaire. Selon les syndicats de police, l'expérimentation pourrait être bénéfique. La mesure pourrait avoir un effet préventif. On utilise ces caméras piétons au quotidien. On a des patrouilles qui circulent. Avec ces caméras, à partir du moment où on a enclenché cette caméra, le comportement de la victime changeait. Ces LBD, successeurs des flashballs dans les années 90, sont souvent source de polémiques. La France est l'un des derniers pays européens à utiliser ces armes pour le maintien de l'ordre. Pour beaucoup d'associations, il faut une interdiction pure et simple. Je pense que le gouvernement a intérêt à baisser les tensions et certainement pas à jouer les provocations. C'est pas simplement en filmant comment le maintien de l'ordre est fait que l'on apaisera cette situation. Selon les manuels d'instruction, les forces de l'ordre ne doivent recourir au LBD qu'en cas d'absolue nécessité, de manière strictement proportionnée et ne pas tirer au-dessus des épaules. Eh oui, pas tirer au-dessus des épaules, en tout cas, autant que faire se peut quand même. 3 lettres qui font polémique, donc LBD comme lanceur de balles de défense. Vous connaissez? Est-ce que vous en avez peut-être... Non, Hicham, t'as jamais goûté au LBD? Non, j'y ai pas goûté heureusement, mais disons qu'à mon époque c'était plus des petits coups de tonfa, histoire de te remettre un peu les idées en place. Non, mais pas. Moi, je suis pour cette caméra sur les gardiens de la paix. Ouais. Parce que ça reste des gardiens de la paix. Pourquoi? Ce que je disais en off tout à l'heure, c'est qu'à la base, à partir du moment où on a un dispositif de surveillance, alors là j'ai cru comprendre qu'on parlait des victimes, mais ça va normalement intrinsèquement
forcer le porteur de la caméra, à savoir le policier, à faire son travail correctement. Alors. Donc moi je pars du principe où si tu es surveillé, tu es censé être quelqu'un d'intègre et de faire les choses correctement. Maintenant, je me pose la question qui va payer, parce qu'apparemment il n'y a plus trop d'argent en France, donc je savais pas qu'il y avait encore de l'argent pour la police. Mais bon, ah bah si, visiblement il y en a, parce qu'on a accordé une prime de 300 €. Ouais, mais qui n'est apparemment si on gratte bien, c'est pas vraiment 300 €, ce que j'ai pu comprendre à droite à gauche un peu. Bon, en tout cas, ce LBD est utilisé, donc dispositif utilisé par les policiers lors des manifestations de Gilets jaunes, qui est accusé d'être à l'origine de graves blessures, même d'avoir éborgné des manifestants. On va l'évoquer tout à l'heure. Les LBD projettent des balles de 40 mm de diamètre jusqu'à 50 mètres de distance. Alors, face à la polémique, eh bien, hier, le ministre de l'Intérieur, donc Christophe Castaner, a voulu répondre à la transparence. Il a promis une évolution majeure pour les policiers lors de la prochaine manifestation des Gilets jaunes prévue ce samedi. Je propose de réécouter un peu ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur hier, Christophe Castaner. Je sais la polémique qui existe par exemple sur l'usage du LBD. J'ai demandé que dans toute la mesure du possible, c'est-à-dire dans les usages de droit commun normaux, et pas dans des moments d'hyper-réaction en cas d'agression. Mais donc j'ai demandé que dans toute la mesure du possible, les forces qui sont équipées de LBD à partir de samedi prochain soient systématiquement équipées de caméras piétons. Et qu'au moment de l'usage des LBD, ils puissent actionner les caméras piétons pour que s'il y a un débat, une contestation, un contentieux, on puisse produire ces images, y compris dans le cadre judiciaire. Voilà, ça ce sont les mots donc du ministre de l'Intérieur qui s'exprimait hier, mon cher Hicham. Faiza, c'était devant une commission de l'Assemblée nationale. Alors cette proposition d'équiper des caméras piétons, des caméras de piétons des forces de l'ordre français, de doter de LBD de lanceurs de balles de défense, ces propositions devraient être intégrées dans une loi anti-casseurs que le Premier ministre Édouard Philippe avait, vous en souvenez, promis dès le début de l'année. En tout cas, ces propositions sont à l'étude et voilà pourquoi précisément le ministre de l'Intérieur était auditionné hier devant les députés. Alors, ma chère Faiza, la question que l'on pose ainsi aux auditrices et aux auditeurs aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur annonce donc que les forces de l'ordre autorisées à utiliser des armes de type LBD seront équipées de caméras piétons durant les manifestations des Gilets jaunes. Cette décision peut-elle réduire les violences policières et l'utilisation abusive de ces armes? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Vous n'êtes pas beaucoup à y croire parce que vous êtes seulement 20% sur Twitter à penser que oui, ça va peut-être amoindrir la violence policière. Et sur Facebook, vous êtes lié au LBD. Oui, et Facebook 32%. Donc majorité de non. Donc pour ces gens qui ont voté, pour eux, en tout cas, ça ne va rien changer. Faiza, est-ce que ça risque de changer un petit peu la donne? Alors, ce qu'il faut déjà rappeler, c'est que cette mesure de la caméra piéton est quelque chose qui est réclamé et re-réclamé par un certain nombre de collectifs qui œuvrent contre les violences policières ou notamment qui sont engagés contre la pratique très connue dans les quartiers populaires qui consiste à contrôler les citoyens français au faciès. Et cette mesure n'a jamais été acceptée par le gouvernement. À chaque fois, on tergiverse en nous expliquant que non, c'est pas possible. Et puis, sous la mandature de François Hollande, finalement, il a été acté que certains policiers pourraient être munis de ce dispositif de caméra piéton. Mais le problème, c'est pas que maintenant ils répondent à cette problématique des violences policières. Le problème, c'est que la caméra piéton est actionné par le policier et c'est donc lui qui décidera si oui ou non la caméra filme ou pas. Il peut avoir oublié quoi. Il va oublier forcément parce qu'il doit agir. En fait, ce que disait tout à l'heure Castaner, c'est dit le fonctionnaire, quand il fera usage de ce lanceur de balles de défense, il aura la possibilité d'actionner. Mais c'est pas ça qu'on demande. Si vous voulez vraiment être dans une démarche de transparence et de lutte contre les abus, contre les violences policières, contre les crimes policiers, ou même si on veut aller plus loin, il faut obliger les fonctionnaires de police à conserver leur matériel et leur dispositif de caméra piéton allumés de leur début de service jusqu'à la fin du service. Parce que c'est trop facile de faire croire que parce qu'on sait très bien comment ça va se passer samedi, il va y avoir zéro caméra qui auront filmé des faits de violence et on va nous dire mais attendez, on est dans une situation insurrectionnelle, on n'a pas eu le temps, on n'a pas ça. Bon, ça, il faut vraiment que si le gouvernement voulait vraiment répondre à cette demande à cette problématique des violences policières,
Et s'ils étaient vraiment de bonne foi, ils obligeraient la caméra à rester allumée du début du service à la fin du service. Donc c'est plutôt non que oui, Faiza, pour toi. Bah, ça va pas du tout. Ouais, non, je crois pas que ça va réduire quoi que ce soit. Ça va réduire l'épreuve. Voilà, ça va réduire l'épreuve. Alors Hicham, toi, t'es plutôt dans l'autre sens, quoi. Tu penses que ça va réduire la violence? Lié au LBD. Ouais. Alors si on a si par exemple une fois que la caméra sera réellement présente, puisque bah après faut pas que ça soit un effet d'annonce. Je tiens quand même à revenir sur ce que disait Castaner. Il y a peu de temps, il disait qu'il ne voyait pas de violence policière, et aujourd'hui absolument. Il est en train de répondre. Il répond à une problématique puisqu'il parle de polémique. Il disait exactement la semaine dernière que à sa connaissance aucun policier n'a blessé un gilet jaune. Donc c'est lui traduit soit par une polémique. Donc alors j'imagine qu'il va chercher à savoir si c'est vrai ou pas. Mais donc quelque part il reconnaît qu'il y a eu des violences policières. Bah bien sûr, mais de toute façon après les violences policières on les voit chaque samedi pendant une semaine. Enfin à partir du samedi quand tu as des gens à qui maintenant il manque un œil ou des voilà exactement. Bon pour ne parler que de ça. Je pense que là bon faut être aveugle pour pas le voir. Alors après bon j'ai l'impression que le gouvernement est un petit peu justement malvoyant. Sans jeu de mots, mais donc voilà, non, pour moi, je pars du principe. Alors je contredis pas ce que dit Faiza, bien sûr, mais tu peux. Hein. Oui, mais oui, bien sûr, mais ça va quand même dans le même sens. Mais je me dis que on est dans un état de droit, que on essaie de faire quand même bien les choses. Réponse adéquate ou pas, ou dans le temps, ou dans le bon timing, à voir. Maintenant, je pars du principe où il y a quelque chose de bien à placer une caméra sur les policiers. Et alors si j'ai bien compris, c'est uniquement sur le porteur du LBD, c'est ça? Oui, absolument. Ce sont ceux qui sont habilités ou qui c'est un bon début. Utilisent ce type de matériel, dont la France est un des derniers pays en Europe à l'utiliser d'ailleurs. Je pense que c'est un bon début et il se pourrait que ça puisse, je sais pas, faire ressortir quelque chose de bien. Peut-être que demain on va se dire, faut peut-être généraliser la caméra, comme aux États-Unis. Caméra de piéton, donc est-ce que pour vous ça va faire baisser la violence policière durant les manifestations? Vous nous appelez au 01 40 33 9000. On va accueillir un auditeur qui nous dit nous avoir découvert il y a pas longtemps. Il s'appelle Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe. Oui, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où Jean-Christophe? Je suis à Dijon. À Dijon, Côte d'Or. Bon. J'ai toujours mené une vie d'oiseau et pour l'instant ma vie est à Dijon. Généralement je repars parce que je finis toujours par étouffer dans nos pays. Qui sont bien malades. Et je voulais d'ailleurs juste faire une toute petite parenthèse avec votre radio que je ne connaissais pas. Je vous en prie. Cette dame est là aujourd'hui. J'ai entendu par exemple parler Faiza plusieurs fois, que je tiens vraiment à féliciter parce que les gens qui osent dire les vérités sont bien rares. Ah bah dites donc, la classe. Vraiment fantastique. Je suis moi-même étonné, je ne connaissais pas votre radio. Il faut aller sur... D'habitude on me menace pour mes propos, là pour une fois on me Oui, c'est vrai que Faiza a l'habitude d'être menacé, Jean-Christophe, donc c'est bien au moins de la féliciter de temps en temps. Je vous en prie, Jean-Christophe. Je vais essayer d'être très rapide, ce dont je vais très rapide en faisant juste quelques phrases, et le sujet précis aujourd'hui et comme d'autres, bien sûr, seront contenus dans ce que je vais dire. N'ayons pas peur de notre époque. C'est un moment très intéressant. Les illusions s'effondrent. On est d'accord. Ouais. Hein? Ouais. Le vernis craque. Les vérités remontent. Alors, jusqu'où est-ce qu'on osera un jour aller au bout de l'analyse du système dans lequel nous ne vivons pas? Nous ne vivons pas. Et je tiens à dire, je serais peut-être censuré, parce que la liberté de parole, on pourrait bien en rire aussi, la liberté d'expression depuis bien longtemps. Le mensonge est immense. La corruption d'État, gigantesque. Et pour parler précisément d'un pays qui s'appelle la France, vous savez, je le pense comme ça, et je n'appartiens à aucun bord, hein. Les Lumières, la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme. Mais arrêtons de cacher notre misère et notre médiocrité derrière ces jolies fables. Bon, arrêtons un peu. Une dernière chose que je tenais à dire, je vous en prie. qui ne peut que donner de la force aux gens, ce problème qui serait temps, encore une fois, il serait peut-être temps, encore une fois, un jour, si c'est possible, d'aller au bout, d'aller à la racine des problèmes. Ce n'est pas qu'un problème français. Je vous l'ai dit, j'ai mené une vie d'oiseau et j'ai passé un temps important côté choses dans ce monde, que ça soit au Chili, au Brésil, en Polynésie ou ailleurs. Ce que nous vivons, c'est un problème, j'oserais dire presque planétaire.
Oui, mondial. Le FMI, l'OMC, la Banque mondiale, la Banque européenne, l'escroquerie, ça suffit. Ça suffit. Alors maintenant, derrière mon discours, je n'invite non plus personne à massacrer son prochain, bien évidemment. Mais je ne peux que comprendre, et on ne peut que comprendre la colère des peuples. Ce ne sont pas les peuples qui sont en colère. Ces gouvernements, appelons-les comme ça, ont été tellement dans le mépris, dans la criminalité, vous savez, dans la criminalité qui s'est installée partout. Des puissances financières ont leurs armées. Merci voilà. Jean-Christophe. Merci à vous. Alors je tenais juste est-ce que je peux rajouter juste une dernière petite chose, s'il vous plaît? Je vous en prie. Faiza fait partie des gens, et sur votre radio on peut l'entendre quelquefois. Je vais essayer d'aller très très vite. Cette fameuse histoire Benalla, c'est marrant, toutes les radios de France encore depuis des années, personne ne va au bout des questions, ne va à la racine des questions et des problèmes. Ce pauvre Benalla, qui l'a très vite démontré à travers, que ça soit son langage ou ses actions, ça vaut pas grand-chose, c'est un idiot. Mais un idiot pareil aux côtés de gens dans les hautes sphères, ça pose déjà beaucoup de questions sur les qualités de ces gens dans les hautes sphères. Mais surtout qu'on continue de discuter uniquement sur les passeports, c'est sidérant. Exactement. Le problème, c'est même pas Benalla, c'est ce que le cas de Benalla permet de comprendre justement sur les dessous de la politique. Il y a toujours eu deux politiques, une en surface. Allez, allons voter, la retraite, Pôle emploi, patati, et une autre politique dont je parlais tout à l'heure. Alors, allons au bout des questions. Qu'est-ce que c'est que tous ces passeports, ce téléphone, ces rendez-vous au Tchad et ailleurs? Les gens ne comprennent pas, ne l'entendent pas, la corruption d'État, les marchés d'armes et toute la pourriture qui couve sous la surface. Merci Jean-Christophe de Dijon. En tout cas, n'hésitez pas à nous rappeler maintenant que vous nous avez découvert. Maintenant vous avez découvert également Faiza. Elle est là, elle est chez elle ici à France 2. Je vous remercie énormément de m'avoir donné la parole. Vous êtes parmi les derniers. Vous êtes parmi les derniers. Et encore une fois, je remercie Faiza et d'autres intervenants. Merci à vous, merci beaucoup. Et puis surtout, enfin, vous venez de faire une intervention qui est plus longue que celle des auditeurs qui appellent d'habitude, mais parce que il faut faut vous laisser la parole surtout quand l'intervention est de qualité. Exactement. Vous avez soulevé un certain nombre de problèmes et vous êtes allé au fond des choses, même si on n'a évidemment pas le temps de développer tout ça. Mais je vous invite à nous écouter maintenant régulièrement et à nous rappeler quand on évoque des je vous ai découvert il y a peu, je le fais très régulièrement, je n'écoute presque plus aucune radio, c'est insupportable. Très bien, parfait, ça me convient moi. Merci Jean-Christophe, à bientôt. Merci à vous, bonne route à vous tous. Merci bien. On a des auditeurs de ouf. Franchement, des auditeurs de ouf. Voilà. Bienvenue 01 40 33 9000. Il a été au fond des choses, notre Jean-Christophe, mais on l'a laissé parler parce qu'ici on laisse parler et s'exprimer le peuple, parce qu'il a besoin de s'exprimer aussi. Il peut plus le faire il peut plus le faire quoi. Non mais j'arrive pas aujourd'hui, excusez-moi par avance. Voilà, je suis malade, comme le dit la chanson. Bon, 01 40 33 9000. Ça fait plaisir d'entendre des compliments pour Faiza. Ça fait plaisir. N'est-ce pas, Faiza? Je vais noter cette date. Je vais la marquer à la Croix-Rouge sur mon calendrier parce que c'est pas tous les jours. Mais écoute, non, et ça fait déjà plaisir parce que c'est un auditeur qui visiblement est nouveau parmi ceux qui ont l'habitude d'écouter l'émission, et puis ça ouvre un spectre plus global où on n'est pas juste dans la critique. Je veux dire, là, il a soulevé un certain nombre de points qui doivent être entendus et qui je pense, ont carrément leur place dans le débat public. Ouais, d'accord. C'est clair. Bon, parce que peut-être que Hicham ne sait pas, mais c'est vrai que notre Faiza nationale subit pas mal de comment dirais-je, on appelle ça, de menaces. De menaces. Ouais, d'intimidation, de mots doux. Quand on parle de choses vraies, de choses qui font mal, en général, tu te fais pas que des copains, de toute façon, ça c'est sûr et certain. Et puis tu t'en fais même pas du tout en fait. Oui, voilà, c'est connu, voilà, exactement. Et en général, quand tu dis la vérité, en général, t'as pas beaucoup d'amis qui t'entourent, enfin t'as de moins en moins d'amis et t'as beaucoup plus de personnes qui vont venir te critiquer parce qu'en général, voilà, c'est mettre le doigt là où ça fait
mal, c'est mettre en avant les lacunes des autres ou d'un système, donc forcément ça ne plaît pas à tout le monde. Bon, je rappelle, messieurs dames, que l'on parle de ces fameuses armes LBD dont la police, normalement, en tout cas ceux qui sont habilités à le pratiquer, à l'utiliser, eh bien porteront, c'est ce que nous a annoncé le ministre de l'Intérieur hier, Monsieur Castaner, une caméra piéton afin de filmer. Donc, si toutefois il doit utiliser cette arme, il enclenchera sa caméra pour qu'il y ait peut-être même, disait Castaner, que ça soit fourni à la justice si besoin est. Est-ce que selon vous, ça va réduire les violences policières, cette histoire? Moi, je vais plus loin, Christophe. Oui, va plus loin. J'aime bien quand tu vas loin. Imaginons, je dis bien imaginons dans le meilleur des mondes, la meilleure des sociétés, que demain il y a une bavure, d'accord? Est-ce que la question que je pose, est-ce que la justice ira jusqu'au bout? À savoir, c'est qu'on a déjà des exemples de bavures en France ou même dans d'autres pays où malheureusement ou bien heureusement, je ne sais pas, les personnes qui sont mises en cause au final se retrouvent avec des peines qui sont pas forcément, tu sais, qui ne sont pas à hauteur du préjudice, tu vois, causé. C'est bête à dire, mais souvent sans peine du tout même. Hein, oui, voilà, malheureusement, voilà, voilà, exactement, souvent acquitté. Justement, Faisal, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Ça y est, il prend ma place, lui. Bah, tu m'as dit tout à l'heure, tu as dit, aide-moi, je suis fatigué, Hicham, tu viens. Écoute, t'as dit que t'étais malade. Voilà, exactement. Ok, c'est bon. Allez-y. Faites l'émission. Moi, je pense que, oui, si ces images sont tournées de manière régulière, elles peuvent permettre de faire la lumière sur un certain nombre de faits. Mais comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, elles sont pas allumées de manière systématique et c'est à l'appréciation du fonctionnaire de police. Et forcément, le fonctionnaire de police ne va pas s'auto-incriminer, voire même, je vais aller plus loin, sa hiérarchie ne va pas l'incriminer dans la plupart des cas. Je vais revenir par exemple sur l'exemple du meurtre par des policiers du jeune Amin Bentounsi, dont la sœur Amal a créé le collectif Urgence Notre Police Assassine. Il a fallu des années de procédure pour que le policier soit condamné. Alors bon, évidemment, il n'est pas parti en prison, c'était une peine symbolique de sursis, machin. Mais c'est une condamnation quand même. C'était quand même une victoire. Vraiment, elle est allée au bout. Ils ont fait appel, la famille, ils ont été vraiment combatifs et tout. Ils sont allés au bout. Mais on a vu au fil de cette procédure que les 3 policiers qui étaient présents se sont couverts les uns les autres, se sont passés les téléphones pour se servir une version publiable, quoi, je dirais, tu vois, une version lisse. Bon, après, ils ont été placés sous écoute. La justice a quand même réussi à avoir un certain nombre d'éléments. Mais je me dis, tant que ce système de la caméra piéton obligatoire, ça reste quand même hyper aléatoire en matière de preuves et ça veut pas dire non plus que la justice ne va pas considérer que malgré les images, le policier peut arriver à prouver qu'il a quand même agi dans une espèce de légitime défense, d'instinct de survie où c'est un peu compliqué. Moi, je te parle de ça il y a 30 ans. Mon oncle a été tué par un CRS à Marseille. Et la cour d'appel a condamné le policier à 6 mois de prison avec donc 4 avec sursis. Donc il avait déjà fait ça en préventive. Il a été amnistié plus tard. Il faut savoir que c'est un système qui n'existe pas que depuis aujourd'hui. La question des violences policières et des crimes policiers, elle existe depuis les années 70 avec principalement des victimes qui étaient issues de la communauté algérienne et de l'immigration algérienne parce qu'ils étaient les premières cibles. Exactement. C'est beaucoup parti aussi de ma région, du sud-est. Voilà, il y avait quand même un climat politique ici hyper raciste où il y a eu un certain nombre de faits hyper graves et ça n'a que très rarement, j'évoquais tout à l'heure Amin Bentounsi, mais c'est une des rares condamnations. C'est toujours pas parce qu'on va avoir les caméras embarquées ou tout ce qu'on veut que la justice d'État, et c'est pour ça que des fois, moi je pense qu'on n'a pas tort quand on parle de racisme d'État. Finalement, en fait, quand vous avez des personnes souvent issues de l'immigration qui se retrouvent dans ces trucs-là, et ben la justice aura quand même tendance à considérer que peut-être qu'ils ont été menaçants, que peut-être que si, peut-être que ça, et ça porte toujours, ça sert toujours le fonctionnaire de police. Hicham, Faiza, moi une question que je me pose quand même. Est-ce que finalement ces fameuses caméras piétons que vont porter ces policiers à partir de samedi servent-elles à quelque chose? Parce qu'on nous dit oui, c'est pour peut-être avoir des preuves, mais les preuves on les a, les vidéos elles circulent sur les réseaux sociaux. Il y a des caméras de surveillance dans les villes aussi. Non mais au-delà de ça, aujourd'hui il y a quelque chose. C'est pas une mesurette en fait. Mais c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais d'effet d'annonce. Il y a un truc qu'il faut pas oublier. Il y a 2 choses. La première c'est que en général les policiers en cas de manif, tu verras toujours un policier filmé.
Il y a toujours quelqu'un avec une caméra. Mais bien sûr, il y en a plusieurs même. Bien sûr. Et ces images, ils les ont déjà. Exactement. Et sauf qu'ils les exploitent pas. Et bien sûr. Et la seconde, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'émergence aussi du street journalisme, j'ai envie de te dire. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, n'importe qui peut filmer ce qui se passe dans la rue. Tu vois, regarde aux États-Unis, t'as un mouvement, je sais plus comment il s'appelle, c'est quelque chose Watch, je crois que c'est Cop Watch, un truc comme ça, où à chaque fois qu'il y a une bavure ou quoi que ce soit, on arrive à avoir des images des interventions de la police. Et donc du coup, là, t'as un autre débat qui se lance. Tu vois, maintenant, t'as une pression qui va se rajouter aussi sûrement sur la police. Tu vois, mais la pression elle est toute bête et ce qu'on demande aux gens c'est qu'ils fassent leur taf, mais surtout dans les bonnes mesures. Tu vois, bon après aux États-Unis, je parle beaucoup des États-Unis, c'est encore autre chose. Mais en France, moi je trouve que quand on commence à parler de ça, c'est que c'est mauvais signe déjà. On le voit parce que on voit ce qui se passe pendant les manifs, mais c'est surtout qu'aujourd'hui on est quand même en France et aujourd'hui on sait qu'à chaque manifestant, t'as quelqu'un, on peut entendre parler de une ou deux personnes qui a perdu son œil ou qui a la mâchoire brisée à cause d'une arme. Alors que normalement il doit pas tirer au-dessus de l'épaule. Hein. Ouais, mais bon, apparemment, c'est pas super précis. En plus de ça, ils sont pas tous formés. Le problème, c'est qu'ils sont pas formés comme il se devrait. Exactement. Et attends. Le règlement les autorise à tirer uniquement sur le torse et les membres supérieurs et inférieurs. Oui. Ils ont pas le droit de viser la tête. Ils ont pas le droit non plus de tirer à moins de 10 mètres d'écart. Ça a pas été respecté. Et ce qu'il faut savoir, c'est qui tire aussi, parce que il y a aussi les membres de la BAC. Ouais. Et la BAC a une autre formation. Ce ne sont pas des CRS. Tu sais que il y a des formations quand on fait du maintien de l'ordre. Et quand on fait du contrôle, tout simplement, ou quand on tourne, voilà, ça a absolument rien à voir. Limite, j'ai envie de dire que c'est deux métiers différents. Sauf que, on le sait tous, malheureusement, j'en ai fait aussi les frais, je pense que beaucoup de personnes ont fait les frais. Quand tu tombes sur une équipe de la BAC, que ce soit le soir ou en journée, les contrôles peuvent très vite partir en vrille. Ouais. Tu vois, t'as toujours un cow-boy ou deux, et t'as toujours, tu sais, le bon flic et le mauvais flic. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que les femmes sont terribles aussi? Ouais, mais je pense qu'il y a une manière de... Non, mais je t'assure que c'est vrai, hein. T'as toujours une femme qui va essayer... Faut se placer. Ouais. Faut se placer, mais après, voilà, on est dans un contexte et c'est assez particulier. Bon, dans un instant, on va voir qu'il y a une certaine fronde qui s'opère au sein de la majorité avec cette fameuse loi anti-casseurs, qui va être proposée par Castaner. Va-t-il aller au bout? Je ne sais pas, mais en tout cas il y a une fronde qui s'opère au sein de la majorité. À suivre aussi l'avis tranché de notre ami Terak Hicham sur France Maghreb 2. Soyez le bienvenu, Faiza Ben Mohamed, Hicham Terak, ils sont là jusque 18h. Merci d'être avec nous en direct. Hicham Terak et Faiza Ben Mohamed sont avec nous aujourd'hui jusque 18h et on parle évidemment de cette violence policière et de cette proposition du ministre de l'Intérieur Castaner, à savoir d'équiper les policiers qui utilisent les LBD donc de caméras piétons. Est-ce que selon vous ça va baisser la violence policière? Vous n'hésitez pas à voter sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter le grand forum FM2. Puisque j'en suis à vous annoncer 2-3 petits trucs, sachez que aujourd'hui c'est une journée nationale de l'abolition de l'esclavage en Tunisie qui a été abolie en 1848, soit 2 ans avant la France d'ailleurs. Et sachez que maintenant tous les 23 janvier, il y a une journée nationale en Tunisie de l'abolition de l'esclavage. Un article est en ligne pour revenir sur l'explicatif donc de cette information importante sur le www.francemaghreb2.fr. D'ailleurs, beaucoup d'articles à lire, de dépêches sur le site www.francemaghreb2.fr. Mon cher Hicham, oui. On est là ou pas? On est prêt? Ouais, je suis là, je suis en train de préparer le live. D'accord, très bien. Alors, je rappelle, bien entendu, la question à laquelle vous répondez. Pour l'instant, je rappelle que vous êtes 80% à penser que non, ça ne va absolument rien changer quant aux violences policières sur Facebook, 68% sur Twitter. Et vous nous appelez, bien sûr, pour nous donner votre avis au 01 40 33 9000. C'est ce qu'a fait d'ailleurs, je crois, Méziane. Bonjour, Méziane. Méziane? Ah bah il est parti Méziane, voilà. Il s'est endormi, notre ami Méziane. C'est vrai qu'il a beaucoup patienté le pauvre. 01 40 33 9000 évidemment pour nous donner votre avis qui nous intéresse dans cette émission. Donc de ces fameuses caméras piétons qui vont être installées, utilisées. Quant à savoir si elles vont être déclenchées au bon moment, parce qu'on rappelle que c'est le policier qui aura lui seul la possibilité de la déclencher à un moment précis, au cas où par exemple le policier soit obligé d'utiliser ces fameuses armes, qui d'ailleurs pour nous la France est un des derniers pays à utiliser ce type d'armes. Il y en a d'ailleurs qui demandent l'interdiction purement et simplement de ces LBD. Moi, je trouve ça bien, je trouve ça normal même. De quoi? D'interdire bien sûr. D'utiliser? Non, une interdiction totale de cette arme. En fait, quand tu sais que t'as des citoyens français qui et attends, tu as vu la tête des citoyens ou pas? Ouais. T'as de tout, t'as des gamins qui se sont fait arracher la mâchoire. Je trouve ça, c'est des lycéens, c'est n'importe quoi. Quand tu vois ça, tu ne peux pas.
Les victimes, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, elles ont, pour le plus jeune, 15 ans. Il s'appelle Lilian, à Strasbourg. Il s'est fait transpercer la mâchoire alors qu'il sortait d'un magasin Go-Sport. Et la victime la plus âgée, elle avait 80 ans. Elle est décédée, Zineb Redouane, à Marseille, après avoir reçu un tir de grenade lacrymogène dans son balcon. Incroyable. Par 2 CRS. Elle est morte à l'hôpital après son opération. Il paraît que la vitesse de ce type d'arme, c'est 300 km/h. Ça dépasse les 300 km/h, effectivement. Donc c'est bien plus qu'un coup de poing de Tyson, hein. Ouais, pareil. C'est 2 fois plus, en fait. C'est l'équivalent de 2 fois plus d'un coup de poing de boxeur. Ouais. Après, ce qu'il faut rappeler en matière de chiffres, c'est que s'il y a eu effectivement plus de 1700 blessés, il y a eu, grâce ou à cause, plutôt je dirais, de ces lanceurs de balles de défense, 15 personnes qui ont perdu l'usage d'un œil, 8 personnes qui ont eu des mains arrachées et on dénombre en tout 85 blessures graves qui touchent soit des membres, soit même les parties génitales, la tête, le visage, la joue, la mâchoire, peu importe, mais des blessures relativement graves qui ont maintenant une incidence handicapante sur la victime. Mais tu sais que le pire dans tout ça, c'est qu'à l'époque du flashball déjà, ça avait fait plus ou moins polémique parce que certains disaient que ça donnait tout simplement l'autorisation de tirer, sur le principe de tirer sur quelqu'un, tu vois. Et déjà à partir de là, tu sais qu'il va forcément y avoir des dérives et des abus. Bah oui. Bon, mon Hicham, tu es prêt ? Je suis prêt. Bon, alors toi, ça va être un avis tranché un peu particulier. Comme d'habitude. Tu fais du slam, ouais, non, là je vais être cool. Là, tu nous l'as fait à la journaliste. Ouais, un petit peu journaliste. Voilà. Donc Hicham Terak qui enfile sa casquette de journaliste. C'est parti, jingle. On peut presque appeler ça une revue de presse signée Hicham Terak. Bien vu, revue de presse. J'aurais dû appeler ça comme ça sur le post Facebook. Voilà, Ok, donc pour cette revue de presse, cette nouvelle chronique, entre guillemets, nouvel avis tranchant et tranché, malheureusement, comme à mon habitude, j'apporte de mauvaises nouvelles. Désolé. Tout d'abord, commençons par écologie. L'écologie, la nature, pauvre nature. Saviez-vous que les petites abeilles que vous chérissez tant, vous savez ces petits insectes qui font du miel et qui peuvent vous piquer de temps en temps, sont en voie de disparition. Enfin, elles ne vont pas très bien, autant dire qu'elles vont même très mal. Et oui, trop de pollution, d'insecticides, d'ondes électromagnétiques qui les déboussolent. Bref, ces petites bébêtes qui volent assurent au moins 35% du contenu de votre assiette. Et oui, sans elles, pas de pollinisation. Donc beaucoup moins de plantes, légumes, fruits, etc., etc. Bon, tant qu'il y aura du miel à Lidl, pour pas cher, me direz-vous, ça nous concerne pas, c'est pas grave. Sujet suivant. Parlons réseaux sociaux. Maintenant, attention. Je dis bien attention, chers auditeurs. La nouvelle tendance sur les réseaux sociaux, c'est le 10 Years Challenge, qui consiste à mettre 2 photos de vous en une prise, donc une prise il y a 10 ans et une prise bien récente, histoire de comparer les changements. Disons que pour certains, c'est à la limite du jeu de chercher les 7 erreurs, vous savez. Mais sachez, mes chers auditeurs et chères auditrices, après réflexion, après concertation d'une forte intensité, en pesant le pour et le contre, sachez que tout le monde s'en fout de votre foutu challenge. Surtout de la tronche que vous aviez il y a 10 ans. Donc, merci. Alors, s'il vous plaît, merci, mais s'il vous plaît, avant de poster avec ce hashtag, éteignez votre téléphone, ça fera vraiment beaucoup de bien à beaucoup de monde. Sujet suivant, télé. Comme vous le savez, à la télé, rien ne va plus. Depuis la crise des Gilets jaunes, ou devrais-je dire la révolte populaire portée par les Gilets jaunes, nous avons pu voir à quel point les médias ne sont pas honnêtes. En mettant en avant et de concert le même discours pour descendre le mouvement, en montrant tous les mêmes images à charge contre les manifestants, parfois pour ne pas dire tout le temps très orientés à l'opposé de la réalité, en donnant la parole à des politiques qui n'hésitent pas à nous prendre pour des idiots. Car oui, apparemment les violences en marge des rassemblements sont condamnables. Alors je pose la question. Qu'en est-il des tirs de flashball en pleine tête, des mains arrachées, des mâchoires éclatées, et il y a même une mémé qui est passée. Voilà. Des enquêtes sont sûrement ouvertes, bien évidemment. Changeons de sujet. Politique. La France. On nous tanne avec les valeurs de la République, les droits de l'homme. Mais depuis Macron, c'est officiel. Quand t'es pas d'accord, on te frappe. Et gaffe à la grenade qui éclate. Chers auditeurs, ce n'est plus la République qui est en marche, mais le peuple. Chers politiques, vous êtes bidons. La France, ce beau pays, serait à cause de son peuple en perdition. Et si vous, politiques, étiez plus proches de nos conditions, vos choix nous permettraient d'aller dans de bonnes conditions, dans de bonnes directions.
Répression par la police, beaucoup auront des cicatrices. Ce pays aussi. 150 à 300 € de plus pour taper plus, ça sent vraiment le malus. Sujet suivant, débat politico-divertissant. Comme vous le savez tous, une émission à la télé se démarque des autres. Grâce à son haut niveau de qualité, grâce à de lourds choix éditoriaux, du sérieux apporté par les chroniqueurs de haut niveau, je parle bien sûr de Touche pas à mon poste. Oui, le futur de la télé. Allons-y sans retenue. Sachez, chers auditeurs, que l'information, le débat, la rhétorique journalistique, la recherche et la validation pour des informations sérieuses sont morts en ce mois de janvier 2019. Oui. Cyril Hanouna, digne successeur des El Kabbach, des Bruno Mazur, des Edoui Plenel, des Frédéric Tadei, des Élise Lucet ou encore Harry Roselmack, reçoit dans son émission la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Non, vous ne rêvez pas, le style politico-journalistique est bien mort et c'est sur C8. Je ne parlerai pas de ce futur débat, mais je pose ici quelques questions. Pourquoi Touche pas mon poste reçoit la Schiappa pour ce débat? Est-ce que vu d'en haut, les politiques pensent que toute la France regarde cette émission avec intérêt? À qui appartient la chaîne C8? Est-ce que Marlène Schiappa est la bonne personne pour ce débat? Êtes-vous plutôt Booba ou Caris? Pain au chocolat ou chocolatine? D'après vous, le meilleur couscous est-il algérien, marocain ou tunisien? Voilà quelques questions pas très importantes. C'est juste ma manière de vous faire le parallèle avec ce débat. Nos politiques, avec cette chaîne, cet animateur et cette secrétaire d'État nous montrent à quel niveau d'intérêt ils traitent un sujet aussi vital pour un pays en crise. Même à l'Assemblée nationale, ça s'emballe. Et pour finir, je citerai Jean Monnet. À la ligne, ouvrez les guillemets, les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité. Et ils ne voient la nécessité que dans la crise. Merci. Merci Hicham Terak. Alors, petite précision. Il ne s'agit pas d'émission Touche pas à mon poste, c'est Balance ton poste. Oui, et Marlène Schiappa ne sera pas invitée puisqu'elle sera co-animatrice. Écoute. Non mais je précise, moi c'est important. J'ai vulgarisé le truc, d'accord? Maintenant, quand tu regardes les réseaux, tu sais, alors qu'elle co-anime ou quoi que ce soit, les gens vont retenir Hanouna, Schiappa, grand débat. Ouais. Voilà, et on l'écoutera d'ailleurs tout à l'heure dans le zapping. Vous savez que cette affaire qui a pris beaucoup d'ampleur, Hanouna a été reçue par El Kabbach ce matin. Ah bah tiens. Dans l'émission, vraiment, El Kabbach reçoit des politiques tous les matins. Bah là, il a reçu Hanouna. Mais je pense que c'est peut-être pour le briefer, peut-être faire un peu de média training, parce que là, à mon avis, il faudra peut-être pas être trop dans la réaction. Et puis alors, à titre de provocation, le couscous de meilleur, c'est évidemment l'Algérien. Ah, grand débat. Faiza, à ton avis, c'est... Non, mais il faut le laisser, Meskin, il est malade, là, aujourd'hui. Faut pas secouer les fragiles. C'est le paracétamol, ça. C'est trop de paracétamol, c'est pas bon. Bon, il y a un Tunisien là-bas dans le studio. Non, le couscous poisson. En fait, le couscous poisson, c'est bon. Mais c'est pareil. D'un côté, le couscous et le poisson de l'autre. Couscous poisson, déjà. Je comprends même pas pourquoi vous essayez de... Comment ça, le couscous, c'est marocain? Mais oui, c'est marocain, c'est marocain, c'est tout, point, comme l'abstella, comme le semen, comme le baril, comme tout, quoi. Comme tout, en fait, vous êtes tout approprié, vous. La nourriture maghrébine et marocaine. Bah, évidemment. Bien sûr. Après, vous avez suivi de loin. Voilà. Bon, vos appels au 01 40 33 9000 avant que l'on parle de cette certaine fronde qui s'opère au sein de la majorité au vu de cette future loi anti-casseurs. Allô, bonjour, qui est avec nous? Allô? Ah bah Méziane, comment ça va? Ouais, Méziane, retour. Salam alaikum. Salam. Azul Flek. Azul. Le meilleur couscous, il est kabyle, hein. Faut pas vous tromper, hein. Bah oui. Exactement. Et c'est pas celui-là où il y a des gros morceaux de sucre posés dessus? N'importe quoi. Parce que j'en ai vu un jour, j'ai dit, il t'a menti. C'est une blague, tout est bon dans le couscous. Oui. J'allais dire dans le cochon. Oh là, le sanglier, s'il est kabyle. Les kabyles et moi je le sanglier, pareil. Je sais pas. Non, mais arrêtez avec vous. Que des clichés. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est grave ce qui se passe en France, là, quand même. Vous rigolez, mais vous ne devriez pas, hein. Quoi? Parce que c'est très grave. Macron, là, il va faire une dépression nerveuse. Non, mais dites monsieur le président, quand même. On lui donne un peu de respect. Oui, mais il dit le président Macron. Oui. C'est quand même poli, non? Bah oui, bah voilà. Donc, on s'approprie notre petit président. Bah, pourquoi notre petit? En tout cas, je félicite la revue de presse. Parce que le reste, j'ai pas entendu avant, mais j'ai entendu donc comme la revue de presse j'ai pas retenu le prénom. Hicham. Félicitations. Merci beaucoup, Méziane. Maintenant, moi, je crois que par rapport à, comment on appelle ça, aux histoires de caméras, de tout ça, et même du débat, tout ça, c'est que de la pacotille. Ils cherchent des subterfuges, les amas. On va essayer d'être le plus démocrate possible.
Vous voulez pas comprendre. Nous, on a la force légitime. Par conséquent, si vous restez comme ça, d'une certaine manière, la France va faire faillite et vous en serez responsable. Vous connaissez pas votre bonheur. Dans d'autres pays, vous n'avez pas les avantages qui existent en France. En fait, on culpabilise le peuple. Exactement. Donc, d'une certaine manière, je crois que Macron, là, il est en train de vivre ces derniers jours. Il n'a pas d'autre choix, à mon avis, hein. Il n'a pas d'autre choix que de faire une dissolution. Mais comme il est fier et orgueilleux, il va dire, je vais faire le bras de fer ou le rapport de force jusqu'au bout. Ils n'auront pas le dessus. J'ai toujours été le premier de la classe et je le resterai. Je pense qu'on peut dire, en toute tranquillité, Méziane. Moi, je propose des arbalètes ou des piqûres hypodermiques, vous savez, pour les endormir. Pour endormir les manifestants, parce que là, l'anesthésie qu'ils veulent nous faire avec le débat ne fonctionne pas. Donc, il reste plus que les piqûres hypodermiques avec des tirs appropriés. En tirant au bon endroit, plutôt dans les fesses parce que c'est là où il y a plus de chair. Méziane, après bon, je sais que c'est sur le ton de la boutade, tu vois, mais en fait, le top, ça serait déjà qu'on n'ait pas à manifester finalement. Tu te rends compte que moi des fois, je suis comme un dingue quand j'entends les gens parler. C'est certains qui disent ouais les gilets jaunes, il y en a marre. M'arrive un moment, je crois qu'il faut les gens ne se rendent pas compte que c'est la France qui est dehors. Depuis 2 mois, on a des gens qui parce que on dit il y a 80 000 manifestants. Ouais, bien sûr. Mais entre 80 000 manifestants et peut-être des millions de gens qui souffrent et puis qui sont d'accord, même s'ils manifestent pas directement, je crois que c'est l'opinion publique. Et là, il n'a pas le choix, à mon avis. Hein. Il n'a pas le choix que de faire une dissolution ou un référendum. Mais sachant qu'il a été, je crois, hué avec Merkel lors de leur dernier déplacement il y a peu de temps. Là. Oui, c'est passé hier. Oui, mais d'ailleurs, à propos du traité de Aix-la-Chapelle, je finis. Je crois que c'est une marche dans son cap, parce qu'il a décidé de garder le cap de la mondialisation. Il est prêt à s'allier avec n'importe qui pour arriver à ses fins, ce jeune homme. Il est très ambitieux. Il veut être le Jupiter, c'est-à-dire le dieu qui commande le monde avec une poignée d'amis avec lui. Et tous les peuples, d'ailleurs il ne veut pas de peuple, il veut même pas une famille, puisqu'il s'est marié avec une personne plus âgée que lui, je lui reproche pas. Mais ça dénote quand même un état d'esprit. Quel cliché alors, Méziane. Tu es un insoumis toi, ça y est. Hein. Absolument. Allez, je vous salue tous et puis félicitations pour vos émissions. Ciao, merci Méziane. Bon. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler et pour répondre à cette question bien sûr que l'on vous pose à propos de ces fameux LBD et de ces caméras piétons qui vont être utilisées à partir de samedi prochain, c'est-à-dire à partir de l'acte... On en est à combien là? L'acte 11 Ouais, on a l'acte 10 L'acte 11 je sais plus. 11, merci. L'acte 11, c'est ça. L'acte 11, effectivement, qui aura lieu ce samedi. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a un certain gilet jaune qui s'est fait remarquer dès le début. Éric Drouet, il devient de plus en plus menaçant, lui. Hein. Bah écoute, Hein. Mais depuis le début, Christophe, moi je pense qu'il fait plus de mal, lui, au mouvement des Gilets jaunes et d'autres agitateurs comme ça, que même certains politiques, parce que tu peux pas venir comme ça. Il est venu au mois de décembre sur un plateau de BFM, franchement je m'en remets pas, quoi. Il parle, il sait qu'il est regardé par des millions de personnes et il dit... On veut aller marcher sur l'Elysée. Marcher sur l'Elysée, oui. Et d'ailleurs, il demande à être reçu par le président. Dans quel pays censé est-ce que tu racontes un truc comme ça à la télé en te croyant au-dessus des lois et en prenant en plus pas ta responsabilité? Parce qu'après, il revient sur ses propos en expliquant que finalement c'est nous les imbéciles, on a mal compris. Mais non, ce monsieur Drouet, les Gilets jaunes gagneraient beaucoup à le dégager, sincèrement. Apparemment, il y a une grève nationale qui serait aussi, une grève générale, qui serait à l'appel de quelques-uns, dont notamment un certain Besancenot, qui est revenu un petit peu en avant, au devant de la scène, là. On parle d'une grève générale, mois de février, début février. Et donc, effectivement, je le disais, Drouet, qui devient de plus en plus menaçant, puisqu'il demande au président Macron d'écouter maintenant et d'être reçu à l'Elysée. Donc il pourra aller marcher sur les tapis rouges de l'Elysée. Éventuellement, si le président accède à ses demandes. Est-ce qu'on peut dire tranquillement, quand Méziane nous dit oui, les derniers jours du président sont comptés, il faut pas rêver, il se passera rien, au moins avant les élections européennes, de toute façon. Oui, moi je crois pas du tout, mais même après, je pense, si dissolution il y a, c'est toujours envisageable. Il lui reste encore quand même plus de 3 ans de mandat. Il faut pas non plus exclure la possibilité. Mais une démission d'Emmanuel Macron, il faut complètement exclure. Il faut complètement exclure et l'oublier. Il y a la question de l'ego, il y a la question de l'échec, mais il y a surtout la question de ce qu'il a vendu pendant la campagne présidentielle. Et là, pour l'instant, son argumentaire, il est de dire vous ne nous avez pas laissé le temps. Les mesures commencent à peine à faire leur effet, notamment quand il parle
de rétablir l'ISF, attendez, on vient de le supprimer, il faut attendre, donc il va jouer le temps, il ira au bout de son mandat, quoi qu'on en dise. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il gagne du temps finalement. Ah oui. Parce que rien ne sera fait, on le sait. Ça, c'est le propre d'un politique, mon cher Richard. Oui, bien sûr. Kamel de Montreuil est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Kamel. Bonsoir, comment allez-vous? Fort bien, et vous Kamel? Ouais, ça va. Donc j'ai bien aimé la plaidoirie entre guillemets de votre collaborateur. Hicham Terak. L'islam, la petite poésie là, j'ai bien aimé. Maître Terak. Ouais. Maître Terak, sur son arbre perché. Il est perché, oui, ça c'est vrai. Non, j'ai bien apprécié. Pour en revenir au vif du sujet, pour moi, tant que les banlieues ne rentreront pas dans la danse, le pouvoir ne cédera jamais. Alors, je me permets de répondre, de réagir à ce que tu viens de dire, Kamel, c'est ça? Oui, c'est Kamel. Ouais, en fait, j'en ai discuté avec des amis et on se posait la question, on s'est dit, est-ce que si, comme tu dis, la banlieue, parce qu'il y a déjà des banlieusards qui sont déjà dedans, mais on parle d'une version entre guillemets officielle, et on s'est dit que si réellement la banlieue se levait, ou entre guillemets rentrer dans les prochains actes qui pourraient arriver, on s'est dit que là on repartirait sûrement sur du 2005. Tu sais, les émeutes de 2005, c'est ça, je me trompe pas, c'était en 2005. C'est ça, oui, absolument. Il y a des boudins. Voilà, par exemple, voilà. Et là, on s'est dit que est-ce que finalement ça serait productif, tu vois, parce qu'on sait très bien que les gens à bout, des gens déboussolés, perdus, à cran depuis des années, limite certains depuis tout petit, on sait qu'ils sont un peu parqués en banlieue. Donc on s'est dit finalement, ok, peut-être qu'on aimerait un sursaut, tu sais, un réveil des banlieues, mais je pense que pour moi, le réveil des banlieues doit se faire surtout dans les urnes. C'est qu'à chaque fois on est en train. Tu permets que je reprenne la parole? Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Oui, Kamel, vas-y, je t'en prie. Moi j'ai voté depuis le début et j'ai été cocufié par des gens de banlieue qui ont été étiquetés à gauche, à droite, centre, etc. Ouais. Et non, ouais. L'urne, la banlieue, elle en veut pas, elle a son propre écosystème, elle a son propre système, on va dire, sa propre économie, donc elle va pas rentrer dans la danse. Par contre, s'il y a une bavure policière d'un jeune de banlieue, là, ça va être chaud pour l'État. Franchement, ça va être chaud pour l'État. Parce que l'État, bien sûr. L'État, je termine s'il te plaît. Ouais. L'État ne respecte pas la ruralité, c'est pour ça que les agriculteurs, les doléances des agriculteurs ne seront jamais, au grand jamais entendues. Mais par contre, il y a une bavure policière, là, ça va péter là. Mais on souhaite pas. Oui. Et là, l'État va faire un énième plan Marshall banlieue, etc., etc. Mais tant que la banlieue ne s'associe pas au mouvement. Ils peuvent faire des actes et des actes, ça changera jamais, quoi. Mais tu sais que malheureusement. Mais c'est pas pour autant que je dénigre le mouvement des Gilets jaunes. Hein. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, malheureusement, oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'en général, la banlieue, alors c'est facile de dire ça, mais se réveille quand elle est vraiment attaquée en direct, ouais. Mais tout à fait honnête, le pauvre veut devenir de la classe moyenne, le prolétaire veut devenir de la classe moyenne veut devenir bourgeoise. Et le bourgeois veut devenir milliardaire. Moi, je rentre des States et j'ai croisé des Français à l'aéroport. Ouais. Et ils parlaient que d'argent. Ils ont failli me gâcher mes pré-vacances. T'as été où au States? T'as été où, Kamel? Ah, j'ai fait Miami, Cuba, Saint-Domingue. Et retour via Miami. Pas mal. Ça donne envie. D'ailleurs, j'en profite pour saluer un de nos chroniqueurs qui est en Guadeloupe en ce moment. Il nous envoie des petits messages, tu sais, pour nous narguer. Voilà, je vous envoie plein de soleil. Là, vous avez la neige. Là. Bon, voilà. Merci en tout cas, Kamel. Ciao. Allez, bonne soirée. À bientôt. 01 40 33 9000. Bien sûr, Faiza, un petit peu aussi pareil. C'est-à-dire, nous envoie, ma voiture, elle a fait chez 19 degrés hier pendant que vous étiez sous la neige, nananière. Voilà, bon. Mais je suis pas en vacances, moi. C'est ma vie niçoise. Oui, bien sûr. D'ailleurs, tiens, puisque tu parles de Nice, on va s'y intéresser à deux reprises. Parce que on va parler de la mosquée d'El Nour, là. Et on va parler de ton maire de Nice qui a pété un câble. Il a complètement dérapé ce matin sur Sud Radio. Il a pété un câble. Ouais, voilà. On l'écoutera dans le zapping tout à l'heure. Mais Monji est avec nous. Lui, il nous appelle de Marseille. Bonjour, Monji. Bonjour, Christophe. On n'a rien à envoyer à Paris, on est à 5 degrés, alors c'est la catastrophe. Voilà. Voilà. On n'a rien envie aux Parisiens. Pour une fois qu'on n'a rien envie, il fait un froid de canard
Il fait vraiment très très froid. Bon. Bonsoir tout le monde. En fait, moi, cette histoire de banlieue, ça commence un petit peu ça me rappelle un peu l'histoire de Charlie. Oui, les banlieues, c'était pas Charlie. Au pourcentage de la population, je pense que la banlieue, elle est là. La banlieue, c'est des individus. Chacun, je veux dire, c'est pas une groupe homogène qui doit bouger, doit y aller, quoi. Je veux dire. Moi, je connais des amis à moi qui sont gilets jaunes. Je veux dire, au pourcentage de la population, je pense que le quota il est là. C'est un peu comme l'histoire des Charlie, quoi. Les banlieues n'étaient pas Charlie. C'est vrai, on se souvient. C'est n'importe quoi, en fait. C'était le chantage de l'époque. J'aimerais bien qu'on s'intéresse quand même aux chiffres de la répression. Si on voit s'il n'y a pas plus de banlieusards dans les détentions provisoires que quand on va dire entre guillemets que de ce chien, quoi. Mais après t'as une problématique, c'est que et encore c'est encore un jeu, c'est une question de rhétorique, je pense, c'est que quand tu t'amuses à mettre sur le banc de la société la banlieue, justement, ou les gens issus des banlieues, tout ce que tu veux, c'est compliqué après de sortir de son cocon et de se dire ouais, moi aussi je vais participer, puisque finalement les gens, bah voilà, il y a des drames, des fois les gens ne te ressemblent pas, donc tu te sens pas compatissant. Mais t'imagines que toute l'année on te met sur le côté, on te casse du sucre sur le dos, et puis à la fin c'est facile en fin de compte pour certains de mettre le doigt là où après bon, faut pas prendre ça comme parole d'évangile aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas parce qu'il y en a un qui a dit ouais les banlieues ne sont pas plus impliquées que forcément elles ne sont pas impliquées. Il n'y a pas assez de vols, il n'y a pas assez de barbe ou de là-bas, je sais pas c'est quoi le problème en fait. Ouais mais non, on peut pas. Sur quelle base ils ont fait leur comptabilité. Mais c'est pour ça que ces gens-là, faut à la rigueur, faut. Je sais que les barbes on les trouve pas qu'en banlieue, hein. Oui, bon. Au Quai de Gemap, il y en a beaucoup des barbes. Oui, absolument. Ouais. Mais merci. Là où il a raison, notre auditeur, j'ai oublié votre prénom. Monji. Je pense que vous avez entièrement raison dans la mesure où c'est exactement le chantage à Charlie. En fait, en France, les citoyens, quand ils ont des revendications, peu importe lesquelles, ils cherchent jamais la banlieue quand ils ont quand ils sont suffisamment nombreux. Dès qu'ils ont besoin de grossir leur rang et de montrer une prétendue unité, à ce moment-là, ils cherchent. Elle est où la banlieue pour manifester contre Charlie? Elle est où la banlieue pour aller manifester avec les gilets jaunes? Mais moi, j'ai envie de leur dire, vous étiez où quand la banlieue manifestait les autres? Vous étiez où? On n'a pas aujourd'hui. Si vous permettez, pour truc, c'est pas bien de couper la parole aux femmes. Le raisonnement le plus loin possible. En fait, cette question de la banlieue, elle est posée pour ceux qui veulent faire de la question des gilets jaunes une question ethnique. Et, oui, là je te rejoins. Une carte de culture en fait. Ouais. C'est exactement, on trouve ça dans les propos de l'extrême droite et la droite extrême. Et en fait, c'est pour séparer les Français, les banlieues d'un côté, et les autres Français de l'autre côté. C'est tout. Bon. Merci Monji. Pour séparer la société en fait. Merci Monji. Bon après-midi à toi. Vous continuez de nous appeler au 01 40 33 9000. On va parler de cette fronde, oui, on va y arriver, vous inquiétez pas. On va parler aussi de la mosquée de Nour, puisque la municipalité de Nice a été désavouée pour le coup par le préfet. Et on parlera aussi des frais d'inscription des étudiants non européens qui vont à partir de la rentrée prochaine être multipliés par 16 quand même. Et ça commence à gronder d'ailleurs des universités qui ne veulent pas appliquer ces nouveaux tarifs. On y revient dans un instant, ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Hicham Terak, avec Faiza Ben Mohamed jusqu'à 18h sur France Maghreb 2. Ils sont là et cette question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, c'est un peu le nom de la radio d'ailleurs, et Twitter, le grand forum FM2, à savoir est-ce que le fait d'équiper de caméras piétons les policiers utilisant les LBD, est-ce que ça va faire baisser la violence policière selon vous, différentes bavures qu'on aura pu observer. Vous répondez sur Facebook, donc France Maghreb 2, Twitter, le grand forum FM2, et vous nous appelez également ici à la radio au standard qui est à votre disposition 01 40 33 9000. Mais nous allons faire une petite parenthèse car Hicham a tenu à ce que l'on donne la parole à une certaine Sonia. Exactement. Bonjour Sonia. Bonjour. Bonjour Sonia. Ça va bien? Ça va très bien Sonia. Alors qui êtes-vous? Présentez-vous. Parce que Hicham il a insisté. Là j'ai dit non, faut qu'on parle d'eux parce que je trouve que ce que fait l'association de Sonia, donc en tout cas liée à l'e-travail, fait des choses qui à mon sens sont très bénéfiques pour beaucoup de monde et surtout les lycéens. Comme on le sait, l'éducation nationale a besoin de former nos jeunes entre guillemets à des futurs métiers ou des formations, les préparer à des formations.
Et j'ai trouvé très pertinent ce que faisait cette association qui se prénomme BGE Paris, n'est-ce pas Sonia? Oui, alors effectivement on intervient dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges et on fait des actions de sensibilisation en milieu scolaire aussi. Effectivement, dans le cadre de l'éducation nationale, on essaye de donner envie aux jeunes d'entreprendre ou de mener, d'aller construire un petit peu leurs projets ou donner un sens à leurs envies ou à leurs rêves. Très bien. Simplement. Et quand tu m'en parlais, tu parlais d'entrepreneuriat, c'est ça? Effectivement. Donc sur les lycées, on est plus sur une démarche entrepreneuriale où on a un vrai parcours de l'entrepreneur, du démarrage jusqu'à la création, la présentation au jury et à la fin ils présentent leur projet devant un jury. Ils sont évalués sur leur présentation, leur travail et ce qu'ils ont envie de faire en fait plus tard aussi. Non, c'est super. Et justement, je trouve que c'est le même fonctionnement que certaines grandes écoles de commerce. Et oui. Je trouve ça hyper pertinent parce que là, entre guillemets, vous adressez à tout le monde, c'est ça? On s'adresse à tous les lycéens sur certains territoires. Donc, on n'est pas présent dans tous les départements, mais sur certains départements, oui. Et en Île-de-France, pour le moment. Et ça marche très bien puisque les jeunes ont vraiment envie et vont jusqu'au bout. Jouent le jeu jusqu'au bout, en tout cas. D'accord, très bien. Et est-ce qu'on peut retrouver justement un site internet où on peut avoir plus d'informations? Réseaux sociaux. Exactement. Ou est-ce qu'il y a, je crois que tu m'avais parlé qu'il y avait une date assez importante pour vous bientôt? Alors, bon, déjà, il y a la cérémonie nationale Talents des cités. D'accord, très bien. Et effectivement, bientôt, on va essayer de mettre en place en partenariat avec la Villette un concours régional de France. D'accord. Pour faire concourir un peu tous les lycéens sur leurs projets, leurs envies. D'accord, c'est top. Avec la même démarche qu'on fait en lycée, hein, c'est vraiment un jury, une évaluation et ils présentent leurs projets. Et on a vraiment envie de leur donner les clés pour qu'ils construisent leurs rêves, puisqu'au final c'est des enfants, enfin des jeunes qui ont envie de réussir, mais qui sont sortis des fois du système scolaire et qu'on essaie de remettre dans un chemin, dans la construction de leurs rêves, leurs envies en fait. C'est génial. Donc les réseaux sociaux de l'association, Sonia? C'est l'association BGE Paris. BGE Paris, c'est ça hein? BGE, hein, c'est ça? Oui, d'accord. BGE. À ne pas confondre avec VGE comme Valéry Giscard d'Estaing. Merci beaucoup Sonia. Merci beaucoup, Sonia, en tout cas, bon courage et bravo pour ce que vous faites en tout cas pour nos petites têtes blondes, hein, même si elles sont pas toutes blondes. Oui. Ouais, super cliché, là. Cliché FM. Cliché FM. Merci à vous Sonia, à bientôt, au revoir. À très bientôt en tout cas. Merci, au revoir. 01 40 33 9000. Alors j'en parlais tout à l'heure, même c'est plutôt d'ailleurs Faiza qui en a parlé en premier. Les députés. Ah non, pardon. Non, je pensais que tu allais reparler du couscous marocain. Non, ça suffit. Ça suffit, le couscous algérien est le meilleur, on le sait. Alors, je disais donc les députés, notamment ceux de la majorité, qui sont nombreux à émettre des réserves sur cette proposition présentée par Christophe Castaner, comme des propositions axées davantage sur la prévention que sur la répression. C'est justement le volet protection que certains marcheurs jugent insuffisant. La députée Paola Fortesa est contre les interdictions de manifester prononcées par le préfet de police. Écoutez ce qu'elle dit. Aujourd'hui, on peut déclarer une interdiction de manifester par la voie judiciaire où on a un juge indépendant, on a des procédures contradictoires, on a des voies de recours qui sont claires, qui sont spécifiques. Le fait que ce soit l'administration qui prenne ce type de décision pose problème. C'est une députée En Marche. Hein. Autre disposition qui suscite des critiques, la création d'un fichier regroupant les personnes interdites de manifestation. Sacha Houlier en parle et a son avis aussi sur la question. Les personnes recherchées, aujourd'hui, il comporte les décisions de justice qui sont définitives. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on y introduit également les interdictions administratives qui seront prononcées? De ce point de vue-là, on dit c'est possible, mais ces fiches-là, elles doivent disparaître dès lors que l'interdiction disparaît. On ne peut pas être entré dans le fichier et ne jamais en sortir. Voilà pour ce qui est de ce député. Plusieurs marcheurs, en tout cas, ont déposé des amendements. S'ils ne sont pas acceptés, nous ne voterons pas le texte, préviennent
déjà certain. Le gouvernement va devoir faire des concessions puisqu'il veut aller vite, bien entendu, concernant cette loi. On voit qu'il y a une certaine fronde qui s'opère, Faiza, au sein de la majorité En Marche, là. C'est plutôt bien. Il s'agit d'une trentaine de députés, dont donc Sacha Houlié et, si je me trompe pas, Aurélien Taché que vous recevrez dans le Grand Forum. Absolument, lundi 17h, en direct. Alors, il soulève quelque chose que je pense salutaire. Pour une fois, les députés de la République En Marche ne se plient pas, j'ai envie de dire bêtement et de manière disciplinée, aux volontés du gouvernement. Il pose le principe de la constitutionnalité de l'article 2, celui qui concerne les interdictions de manifester. Ils expliquent que ces interdictions doivent pouvoir être contestées devant un juge. C'est quand même, je pense, une démarche qu'il faut saluer parce que c'est pas tous les députés dans toutes les majorités, peu importe les gouvernements, qui auraient osé, parce que là ils sont quand même 30. Bon, certes, ils sont largement minoritaires, mais au moins ils font le geste et c'est assez rare pour le souligner. Exactement. Moi, je me dis que justement, s'il y a une petite fronde, c'est peut-être le début de quelque chose, parce que on remarque qu'aujourd'hui, là justement, dans le parti politique de notre cher président, Monsieur Macron, hein, Christophe, il y a toujours eu une voix à l'unisson. Et puis là, à partir du moment où ça commence un petit peu à on va dire pas se friter, on n'en est pas là, mais il commence à avoir une petite ça commence à monter un petit peu en température. Il se pourrait que, comme je le dis, il pourrait se passer des choses. Peut-être qu'on va avoir, comme tous les autres partis politiques, des dissidents et puis des voix qui s'élèvent et puis mais bon, moi je pars du principe. C'est plutôt rassurant quand même. C'est rassurant, mais limite c'est qu'ils avaient dû mettre en place quelque chose, parce que pour autant être unis, même malgré ce qui se passe, c'est qu'ils devaient tenir leurs députés par quelque chose, je sais pas quoi, mais voilà quoi. Mais je pense que là il y a peut-être la voix de la raison qui commence à sonner chez quelqu'un. Avant qu'on file à Nice, je vous propose d'accueillir Mohamed qui nous appelle de Rosny-sur-Seine. Je savais même pas que ça existait cette ville. Bonjour Rony, bonjour Mohamed, pardon. Oui, bonjour Christophe, merci donc de votre question. Je voudrais revenir sur la banlieue. Oui, qu'est-ce qu'elle a cette banlieue? Bannie du lieu. Les problématiques de la banlieue, pour moi, sont plusieurs. Donc, ça peut être une problématique, je dirais, donc géographique, tout simplement, parce qu'ils sont. Est-ce que c'est uniquement une problématique géographique ou une problématique des gens qui la constituent, c'est-à-dire ceux qui habitent dedans? Elle est à la fois pour moi une problématique de conscience. Elle est à la fois une problématique, je dirais, de responsabilité et culturelle. Parce que moi, j'ai travaillé pas mal sur les banlieues. J'étais éducateur spécialisé. Oui. J'ai fréquenté pas mal des gens. Donc, non seulement, c'est vrai qu'il y a un sentiment d'infériorité. Donc, je prends l'exemple de la population maghrébine, d'origine maghrébine, française d'origine maghrébine. Donc, il y a toujours ce sentiment d'infériorité par rapport aux autres. On n'ose pas, on part déjà avec un échec, c'est-à-dire je ne réussirai pas. De toute façon, tout le monde est raciste et ainsi de suite. Donc bon, pour moi, ça rentre dans une problématique culturelle, de conscience et intellectuelle à la fois. Il y a aussi un problème politique, c'est que moi, vous savez, vous avez, en tant qu'éduc, vous devriez donc aider la population à participer, à être une population responsable. Donc, et quand vous faites des actions, quand vous demandez de faire des actions justement qui vont travailler sur ce qu'on appelle l'identité de la personne et son existence au sein d'une société, c'est-à-dire de sortir un petit peu que je ne fais pas partie de cette société. Quand on veut travailler avec des mamans, qu'on constitue des groupes justement dans lesquels on va poser ces problèmes d'existence, pourquoi moi je ne peux pas faire ceci, pourquoi nos enfants, et ben dès que quelque chose accroche ou que les gens commencent à bouger, et ben politiquement, comme par hasard, on va dire, écoutez, cette action doit stopper.
Bon, eh ben merci pour en tout cas ce constat, cher Mohamed, en tant qu'ancien éducateur de banlieue. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à bientôt. 01 40 33 9000. On va filer un peu à Nice parce qu'il se passe des choses de cette mosquée El Nour, ma chère Faiza. La municipalité de Nice avait ce projet d'en faire une crèche de cette mosquée. Le préfet leur a donné tort et la municipalité de Nice a 2 mois pour faire appel auprès du tribunal de Nice. C'est ça, hein, pour en fait en résumé de cette affaire. Alors non, c'est pas tout à fait ça. Ah bah très bien. Non, Alors, merci beaucoup. Non, Là, tu viens de mettre par terre tout mon lancement. Bon, Non, vas-y, mais je t'en c'est prie. presque ça. Presque ça, oui. Je vais vous expliquer un petit peu cette histoire. C'est une histoire que je connais moi sur le bout des doigts parce que c'est la mosquée de mon secteur. C'est puis l'imam qui officie a été mon voisin pendant des années pour vous expliquer. Donc je connais cette histoire depuis que j'ai 17 ans, depuis le lancement de la mosquée. Il y a très longtemps donc. La mosquée, Oh non, attends, c'est pas le maire de la ville a toujours refusé qu'elle soit implantée. Oui. Il avait signé par l'intermédiaire de son adjoint il y a quelques années un permis de construire pour des travaux. Et quand la mosquée a voulu faire sa demande d'ouverture, Christian Estrosi l'a refusé, expliquant que le bâtiment appartenant au ministre des cultes saoudien, il n'était pas question que dans sa ville, une mosquée financée par l'étranger soit en activité. Il est bon. Ouais. Il s'y est opposé, il a saisi la justice pour empêcher cette ouverture. Il a été une première fois débouté. La mosquée a déposé un recours pour l'obliger à signer l'arrêté d'ouverture. Il a été condamné à une amende de 500 € par jour de retard qui court depuis 2016 et qu'il a toujours pas signé et toujours pas payé. Avec l'argent des contribuables. Ça va coûter cher en Niçois, ça. Ça va coûter très très cher parce que Christian Estrosi s'acharne sur cette mosquée depuis des années. Il a déclaré à Nice Matin il y a quelques années déjà, moi, tant que je serai maire, il n'y aura pas de mosquée à Nice-la-Plaine, donc c'est le secteur où se situe l'Institut El Nour. Et puis maintenant, en 2016, il a lancé une première procédure de demande d'utilité publique, une déclaration d'utilité publique qui lui permet donc de réquisitionner l'immeuble pour en faire donc une crèche. Il disait qu'il y avait absolument besoin d'avoir une crèche à cet endroit-là. Pas dans le bâtiment d'à côté qui était à vendre, pas dans le bâtiment derrière qui était lui aussi à vendre, mais là, dans cet endroit-là, il y avait des musulmans. Voilà, dans celle-là. Il a été une première fois débouté. Le préfet, qui était le précédent sous le gouvernement donc de François Hollande, a refusé la déclaration d'utilité publique. Christian Estrosi a jugé utile de retenter le coup, de refaire une demande parce que le préfet a changé et que maintenant on a un préfet de droite. Donc il change, il a refait, il est débouté, donc c'est la 2e fois qu'il est débouté. On en est à la 8e procédure judiciaire qu'il a toutes perdues les unes derrière les autres. Et moi, s'il y a des citoyens niçois qui m'écoutent, je leur demande de bien vouloir interpeller leur municipalité pour savoir combien d'argent public a été dépensé pour les petits calculs électoraux de Christian Estrosi sur ce dossier-là. La mosquée, elle est là, elle ne bougera pas. Le droit est du côté des... Elle est ouverte, hein, cette mosquée, on est d'accord, Faiza? Elle est ouverte depuis 2016, oui. Elle est ouverte, il y a une école à l'intérieur. C'est plus qu'une mosquée, c'est un institut. Il y a des cours d'arabe, des cours de Coran, il y a du soutien scolaire, il y a des cours religieux pour les adultes. Tout se passe bien en plus, j'imagine. Tout se passe très très bien. Et voilà, vous ne rentrez pas dans le scénario d'Estrosi, c'est pour ça. C'est ça, tout à fait. Ça rentre pas dans son scénario. Non, mais surtout, moi, je pense qu'il a un intérêt flagrant à faire traîner ce dossier jusqu'aux prochaines élections municipales qu'il n'est pas sûr de remporter depuis son divorce avec son meilleur ami, devenu meilleur ennemi, Éric Ciotti. Tu parles de Ciotti, oui. Et, tout à fait. Et du coup, il y a un intérêt électoral à faire traîner cette affaire parce que... Qui va jouer très à droite alors. Chaque élection, le dossier de la mosquée El Nour est dans les premières les premières mesures qu'il annonce. Je vais fermer la mosquée, je vais fermer la mosquée. Ça a même été le cas pendant les législatives 2017 de celle qui le remplace aujourd'hui au poste de députée, Marine Brunier. Elle a fait elle aussi campagne en promettant la fermeture de l'Institut El Nour, ce qui n'est absolument pas de son ressort, soit dit en passant. Très bien. Alors là, tu nous as fait un bon résumé de cette affaire. Maintenant, les auditeurs et auditrices sont bel et bien au courant de ce qui s'y passe, mieux que moi, et heureusement d'ailleurs. Je voulais vous parler, moi, d'un autre problème qui est tout aussi scandaleux. Des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Je parle bien des étudiants non européens, venus de pays situés hors de l'Union européenne. Donc c'était une annonce du gouvernement en novembre dernier. Une augmentation surtout était extrêmement conséquente. Au lieu de 170 € pour une année de formation en licence, eh bien à partir de la rentrée prochaine, écoutez bien, les étudiants devront débourser 2770 €
la colère monte du côté des universités. Ils sont de plus en plus nombreuses à annoncer qu'elles n'appliqueront pas cette hausse. On va citer l'université de Clermont-Ferrand, de Lyon, Aix-Marseille, Toulouse ou encore Rennes. Réaction de ce professeur de Paris 8, l'université Paris 8 qui accueille le plus d'étudiants étrangers en France. Cette décision, dit-il, va encore plus trier les étudiants étrangers et à terme, elle va surtout augmenter les droits universitaires pour tous. Écouter ce prof de Paris 8. La solution n'est pas équitable dans la mesure où cela ne permettra pas aux étudiants non fortunés en France d'être mieux reçus dans l'université française. L'université française a besoin d'un budget en augmentation qu'on ne lui donne pas. C'est cela qui rendrait les choses équitables. Et ça n'est pas équitable non plus parce que il ne faut pas se payer de mots. Nous savons tous très bien que la raison fondamentale pour laquelle on propose cette solution-là, c'est un test. On essaye d'acclimater l'idée dans la tête des Français que cela va de soi de payer des frais d'inscription élevés à l'université. Incroyable quand même cette histoire. Donc ce professeur d'histoire Paris 8 et syndicat étudiant d'ailleurs a appelé hier à une mobilisation place de la Sorbonne à Paris. Vous vous rendez compte, l'augmentation multipliée par 16 quasiment de frais d'inscription pour les étudiants. Et je le répète, qui sont non européens, c'est-à-dire algériens, marocains, tunisiens, ce qui est amusant, alors moi, je le lis peut-être différemment, mais tous ceux qui ont un amour, par exemple pour la France, qui souhaitaient faire leurs études ou se former en France, ils partiront tout simplement ailleurs. Ouais. Et encore une fois, je trouve que c'est filtré par le bas, ou je sais pas comment on peut définir ça, mais encore une fois, ça va être une fuite de cerveau. C'est-à-dire que ceux-là, ils seront même pas arrivés en France, qui seront déjà ailleurs en fin de compte. Tu vois ce que je veux dire? On est en train de donner une image à l'extérieur qui est pas forcément reluisante, surtout ces dernières années. Et là, même au niveau des étudiants, t'imagines que là, on va dire faut pas aller là-bas parce que ça coûte trop cher. On va peut-être aller. Les plus fortunés qui pourront peut-être envoyer leurs enfants. Oui, mais arrive un moment, tu sais, je sais pas, la France c'est plus ce que c'était. Moi, je me rappelle il y a quand je voyageais, parce qu'il fut un temps que je voyageais beaucoup, sais-tu. On disait français, c'était waouh la classe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et maintenant, quand tu voyages, quand on dit français, c'est vous faites mal à la tête, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faiza. Moi, je crois que c'est une mesure complètement discriminatoire qui a été mise en place, et elle ne permettra le maintien dans un cycle d'études supérieures à l'étranger que des enfants, j'ai envie de dire, des gosses de riches, oui, c'est ça, sûr, des pays d'Afrique comme on a déjà. Ça élimine tous ceux qui venaient ici et qui galéraient. Et moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui ont déjà fait 1 an, 2 ans et qui se sont saignés pendant ces 1 an, 2 ans et qui pourront pas se réinscrire l'année prochaine faute de moyens. Je pense que cette mesure, elle est absolument écœurante et elle compromet l'avenir professionnel et l'avenir même intellectuel de tous les jeunes Africains qui rêvaient peut-être de pouvoir devenir quelqu'un, j'ai envie de dire, là où c'est plus difficile dans leur pays, qui se sont sacrifiés pour arriver à un certain cycle. Je pense ici notamment, je connaissais des étudiants ici qui étaient issus du Congo, du Mali, de Côte d'Ivoire et qui louaient un appartement de 13 mètres carrés à 4 ou à 5 à l'intérieur et qui se saignaient pour faire leurs courses à la fin du mois, qui sont arrivés maintenant en 4e année. Qu'est-ce qui va se passer pour eux l'année prochaine? Voilà. Et en tout cas, ce qui est rassurant, c'est que certaines universités, je les ai citées, Clermont-Ferrand, Lyon, Aix et Rennes, entendent ne pas suivre cette demande d'augmentation considérable de tarifs. Elles ne vont pas suivre. Que ce soit une mesure qui soit généralisée et que toutes les universités s'unissent pour s'élever contre cette mesure purement discriminatoire. Et qui touche en plus, elle est encore plus dégoûtante parce qu'elle touche pas les Européens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si entre blancs on se protège, entre Européens d'en haut en fait. Et puis en fait, on veut pas les pauvres, on veut pas les galériens avec nous. C'est les quotas quoi, c'est le système de quotas. C'est un système de quotas, c'est presque, j'ai envie de dire, de la discrimination au faciès, ou je sais pas à quoi joue ce gouvernement. Mais c'est juste pas possible d'en venir à faire des prix différents en fonction de la couleur de ton passeport. C'est pas possible. Mais justement, c'était pas la loi de Cristal ou quelque chose comme ça à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing il y avait un. J'étais pas née. Non, mais parce que j'étais tombé sur un bouquin qui expliquait qu'il y avait une volonté qui avait été matérialisée par le fait de rendre très très difficile l'accession des étrangers ou entre guillemets des immigrés aux études supérieures. Et en fin de compte, ça revient un petit peu exactement à la même chose finalement, tu vois. C'est que allez, vas-y, tu montes les prix et finalement tu sais très bien que tu vas écrémer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Est-ce que les pays, par exemple, je pense aux pays du Maghreb, qui entretiennent de bonnes relations, pour certains en tout cas, peuvent faire pression auprès du gouvernement français peut-être pour
pour dire mais attendez, vous êtes gentils, mais nos enfants là qui ont envie de venir étudier chez vous là, vous les saignez quoi, c'est juste pas possible. Est-ce que par exemple le roi du Maroc, qui s'entend très bien avec Macron, peut influencer peut-être le président Faiza? Le roi du Maroc qui a fait ses études en France, comme un certain nombre de politiques, de monarques et de présidents issus des pays africains. Je pense qu'il serait bien inspiré. J'espère sincèrement qu'il y ait une vraie réaction de tous les chefs d'État, présidents, rois, peu importe leur position, pour s'élever contre cette mesure qui discrimine tous leurs enfants. Parce que eux, certes, les fils de rois et les fils de présidents, ils ont les moyens. Tout va bien. C'est pas un problème, hein. Mais on les accueille à bras ouverts d'ailleurs. Absolument. J'espère sincèrement qu'ils s'élèveront pour pouvoir permettre aux enfants de leurs pays respectifs de venir ici en France pour apprendre. Dans un instant, le zapping avec parce que on t'aime beaucoup, Faiza, et on pense beaucoup à toi. La preuve, encore une fois, ton maire de Nice, le maire de Nice, Christian Estrosi, qui est venu à Paris. La neige, ça lui réussit pas. Visiblement avec Christian Estrosi, puisqu'il a quelque peu dérapé à propos de Chiappa. C'était chez nos confrères de Sud Radio. C'est à suivre. On écoutera Chiappa, on écoutera Hanouna. Et restez avec nous quoi. C'est là que ça se passe. Hicham Terak, Faiza Ben Mohamed, ils sont là jusqu'à 18h. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous et pour ces quelques dernières minutes qui nous restent avec Faiza Ben Mohamed et avec Hicham Terak sur France Maghreb 2 et vous, chers amis auditeurs, un petit zapping un petit zapping très sympa. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça devient... Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barr. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors, pour le meilleur de ce qu'il ne fallait absolument pas rater à la télé comme à la radio, je le disais tout à l'heure, dérapage, on peut appeler ça ainsi, du maire de Nice, Christian Estrosi, chez nos confrères de Sud Radio, à propos de Marlène Schiappa. Écoutez. Écoutez, si le journal du Hard existait encore, peut-être que Madame Schiappa irait, j'en sais rien. Mais là, vous y allez fort, oui. Oui, mais enfin, c'est à ça qu'on est en train de tomber aujourd'hui. Il faut. Est-ce qu'on veut continuer à décrédibiliser la vie publique dans notre pays, ou au contraire, on veut la remettre à la place qui doit être la sienne? Bon, on voit en tout cas la culture télévisuelle de Christian Estrosi, ouais, très bien. Et du repère de l'émission que si tu ne regardes pas, donc tu connais pas, mais visiblement il connaît. Bon, voilà. Dérapage, Faiza, hein? Non, mais alors, là, il me dégoûtait d'office, mais alors là, il me redégoûte encore pire. Alors, j'ai aucune sympathie pour Marlène Schiappa, qui elle aussi m'exaspère pas mal en ce moment. Mais je crois que Christian Estrosi, alors il y a quelques semaines, il faut rappeler que sa femme, elle avait été prise à partie sur Instagram parce que elle avait mis une robe avec un décolleté et que les gens avaient mis un certain nombre de commentaires sexistes en lui écrivant que à son âge, avec un tel corps, fallait pas trop se montrer, qu'elle devrait se couvrir un peu plus parce qu'elle était dégoûtante, machin. Elle avait reçu un certain nombre de messages dégoûtants et sexistes. Et là que lui, il ose avoir pris à ce moment-là la défense de sa femme et maintenant venir pourrir Marlène Schiappa avec des commentaires aussi pourris, c'est indigne d'une fonction d'élu. Franchement, il devrait aller se cacher tout simplement, vraiment. Bon, allez, Christian, reprends-toi. Justement, puisque t'en parlais de Marlène Schiappa, la voici. Elle fait l'actualité, vous le savez, depuis son annonce, en tout cas, qu'elle va co-animer avec Cyril Hanouna l'émission Balance ton poste ce vendredi. Et a priori, c'est elle qui l'a proposé à Cyril Hanouna. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. C'est vous qui l'avez proposé à Cyril Hanouna? Oui. Est-ce que est-ce qu'une ministre doit faire cette démarche? Non, mais une ministre, elle peut aussi rester enfermée dans son bureau 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça m'épargnera des attaques, ça m'épargnera des polémiques vaines. Mais c'est le renouveau de la vie politique. Ça se passe comme ça dans tous les pays. Quand on veut parler à des nouvelles personnes, à des gens qui ne vont pas voter, à des gens qui ne s'intéressent pas au débat politique, on va les chercher parce que c'est pas forcément eux qui vont venir à nous. Voilà, Marlène Schiappa. Parce que tu vois, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Bon, voilà, Marlène Schiappa, elle a envie de elle a envie de préparer une future carrière, je sais pas moi, éventuellement. On va finir animatrice peut-être. Ah ouais, non, j'allais faire une blague pourrie, je la garde évidemment. Non, mais par contre, tu vois, elle peut prendre le chemin de Roselyne Bachelot. Je m'abstiens parce que de toute façon, je peux mettre ça sous le compte de la fièvre si je dis une connerie aujourd'hui. T'as trop chaud. Voilà, j'ai trop chaud. Bon, on enchaîne vite donc du coup, et cette affaire d'émission Balance ton poste prend des proportions incroyables jusqu'à ce que dans le rendez-vous politique de CNews ce matin au micro de El Kabash, un certain Cyril Hanouna était venu s'expliquer ce matin. Écoutez comment il l'agresse de Jean-Pierre, c'est pas gentil Jean-Pierre.
France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.